Septembre 2010. Un matin ordinaire à Gémenos, petit village de Provence, 29 minutes de Marseille. Une feuille de papier est collée sur la porte de l'usine. Pas de réunion, pas d'avertissement. Juste un papier. 182 ouvriers lisent et comprennent. Unilever veut les effacer de la carte. Cette usine, c'était la plus grande fabrique de thé de France. Chaque jour, des millions de sachets quittèrent Gémenos pour rejoindre les tables des Français. Deux légendes y étaient nées, Lipton et le thé éléphant, une marque vieille de 120 ans, symbole de la Provence entière. Et maintenant, un géant anglo-néerlandais décidait de tout déplacer en Pologne, pour réduire les coûts, pour satisfaire des actionnaires invisibles. Ce que personne n'avait prévu, c'est la réponse de ces hommes et de ces femmes ordinaires, mécaniciens, conditionneuses, techniciens. Ils n'ont pas manifesté puis rentré chez eux. Ils ont occupé l'usine. Et ils ne sont pas partis pendant 1336 jours. Voici l'histoire du combat le plus long de l'histoire sociale française moderne. Et la surprise, ils ont gagné. Tout commence en 1892, dans une rue du Vieux Marseille. Deux frères, Pétrus et Lazare Digonet, ouvrent une modeste maison d'importation et de vente de thé. Ils l'appellent simplement Maison PL, Digonet et Silly. Pas de grands discours, pas de vision planétaire. Juste deux hommes de Provence qui croient en une chose. Le thé mérite d'être bu autrement. Pas comme un remède, comme un plaisir. À cette époque-là, le thé en France est encore une affaire de bourgeois. Une boisson venue d'ailleurs, réservée aux salons élégants. Les frères Digonet veulent changer ça. Ils sélectionnent leurs feuilles avec soin. Ils cherchent les arômes de la Méditerranée. Ils rêvent d'un thé qui sente la garrigue et le soleil du midi. Lentement, patiemment, ils construisent une clientèle fidèle. Marseille d'abord, la Provence ensuite, puis le reste de la France. En 1927, l'entreprise prend un nouveau nom. Elle devient la Société des thés de l'éléphant. L'éléphant, animal de mémoire, de force tranquille, de longévité. Un symbole parfaitement choisi pour une maison qui voulait durer. Et elle a duré. Pendant des décennies, le thé éléphant s'installe sur les tables françaises comme une évidence. Dans les cuisines de Lyon, dans les cafés de Bordeaux, dans les foyers de Paris, une boîte bleue avec un éléphant dessus. Tout le monde connaît, tout le monde reconnaît. Puis viennent les années de croissance, les rachats, les fusions. En 1967, l'entreprise fusionne avec la compagnie commerciale Unité. En 1972, Unilever, le géant anglo-néerlandais déjà présent dans des dizaines de pays, achète la marque Éléphant. En 1977, tout est regroupé sous un seul nom, Fralib, pour Française d'alimentation et de boissons. L'usine principale s'installe à Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône, au pied de la montagne Sainte-Baume, au cœur d'un paysage provençal intact. C'est là que tout va se jouer. C'est là que l'histoire va s'écrire. Gémenos, à cette époque, c'est une ville de 6000 habitants, pas plus. Une place centrale, quelques commerces, des platanes. Et cette usine, immense, bourdonnante, vivante, qui donne du travail à des centaines de familles depuis des générations. On y entre à 18 ans comme conditionneur et on y finit comme chef d'atelier, 30 ans plus tard. Le père transmet le badge à son fils. La mère parle de l'usine à sa fille comme d'une certitude. Fralib, c'est pas juste un employeur, c'est une colonne vertébrale. À l'intérieur, ça sent le thé dès qu'on pousse la porte. Une odeur chaude, légèrement sucrée, mêlée de plantes sèches et de carton neuf. Les machines tournent en cadence, un rythme régulier, presque rassurant, comme un battement de cœur. Les ouvrières au conditionnement connaissent chaque geste par cœur. Les techniciens de maintenance connaissent chaque bruit de chaque engrenage. C'est un monde à part, avec ses codes, ses habitudes, ses blagues d'atelier et ses silences complices du lundi matin. Dans les années 1990 et 2000, Fralib atteint son apogée. L'usine de Gémenos devient la plus grande fabrique de thé de France. Elle produit à la fois le thé éléphant, la fierté provençale, et le Lipton, marque internationale rachetée par Unilever. Des millions de sachets chaque année, des dizaines de références, un savoir-faire accumulé sur plus d'un siècle. Et puis, discrètement, quelque chose change. Pas dans l'usine, dans les bureaux lointains d'Unilever, à Rotterdam, à Londres. Là où des hommes en costume regardent des tableurs et cherchent des lignes à supprimer.
Fralib est rentable, mais pas assez. Les ouvriers français coûtent le cher. Les réglementations sociales françaises sont contraignantes. Et en Europe de l'Est, notamment en Pologne, les coûts de production sont bien inférieurs. Dès 2003, les signaux arrivent. Des réorganisations discrètes, des effectifs qui ne se renouvellent plus vraiment, des investissements qui se font attendre. Les syndicalistes de la CGT notent chaque anomalie, posent des questions dans les réunions, obtiennent des réponses mais floues. Rien d'alarmant officiellement. Mais une inquiétude sourde commence à s'installer, comme une odeur étrange dans l'atelier. Quelque chose qu'on ne sait pas encore nommer. Ce que personne ne sait encore, c'est qu'une décision est déjà en train de se préparer. Loin de Gémenos, loin de la Provence. Dans une salle de réunion climatisée où personne ne connaît le nom des ouvriers, personne ne connaît l'odeur du thé le matin, personne ne sait que certains travaillent ici depuis 25 ans. Cette décision va tout changer. Il faut comprendre ce qu'est Unilever en 2010. Pas une entreprise, un empire, présent dans 160 pays, des milliers de marques, Dove, Knorr, Ben Jerry's, Lipton, Elephant. Un chiffre d'affaires annuel de 40 milliards d'euros, des actionnaires sur tous les continents, et une logique unique, froide, mathématique. Chaque filiale doit justifier son existence en chiffres, pas en histoire, pas en tradition, en chiffres. Fralib, vue de Rotterdam, c'est une ligne dans un tableau, une ligne qui coûte. Les ouvriers français sont payés selon les conventions collectives françaises. Ils bénéficient de la sécurité sociale, des congés payés, des protections syndicales. Tout cela est parfaitement légal. Tout cela est parfaitement normal pour un salarié français. Mais pour un actionnaire d'Unilever, c'est une inefficacité. En Pologne, le même travail peut être fait pour une fraction du coût. La logique est simple. La conclusion aussi. En septembre 2010, Unilever annonce officiellement sa décision. L'usine de Gémenos fermera. La production sera transférée en Pologne et en Belgique. Les 182 salariés seront licenciés. L'entreprise a même prévu un plan social. Des indemnités, des formations, des cellules de reclassement. Tout est propre, ordonné, légal. Unilever a fait ses calculs. Ses juristes ont préparé les documents. La direction locale a reçu ses instructions. Ce qu'Unilever n'a pas calculé, c'est ce qui se passe dans les têtes des ouvriers de Gémenos le matin où la nouvelle tombe. Olivier Leberquier est délégué syndicat CGT à Fralib depuis des années. Il connaît l'usine comme sa poche. Chaque atelier, chaque machine, chaque collègue. Quand il lit la notification de fermeture, il ne crie pas. Il ne pleure pas. Il réfléchit. Et très vite, une certitude s'installe. Cette décision est injuste et elle peut être combattue. Le soir même, une réunion s'organise. Pas convoquée par la direction, par les ouvriers eux-mêmes. Dans la salle de pause, debout, serrés les uns contre les autres, ils parlent. Certains veulent négocier les indemnités et passer à autre chose. D'autres veulent se battre. La discussion est longue, tendue, honnête. Et progressivement, une majorité se dessine autour d'une idée radicale pour un mouvement social français de 2010. Occuper l'usine et ne pas partir. Ce n'est pas un coup de colère, c'est une stratégie. Les syndicalistes CGT et CFE-CGC ont étudié les cas précédents. Ils savent que les fermetures d'usines en France suivent toujours le même scénario. Annonce, protestation, négociation rapide, signature, fin. Ils décident avec Sanona de briser ce scénario. Si Unilever veut fermer, Unilever devra se battre pour chaque centimètre de cette usine, et ce combat se fera sur le terrain juridique, médiatique et physique. Les portes de Gémenos se ferment de l'intérieur. Les premières semaines, Unilever est serein. Les dirigeants locaux sont convaincus que la pression du quotidien viendra à bout de la résistance. Les ouvriers ont des familles, des loyers, des crédits. Ils ne peuvent pas tenir indéfiniment. C'est un calcul humain, presque cynique. Attendre que la faim et l'anxiété fassent le travail que la direction ne veut pas faire elle-même. Mais Unilever se trompe sur un point fondamental. Ces hommes et ces femmes ne luttent pas seulement pour leur salaire. Ils luttent pour quelque chose de plus difficile à quantifier dans un tableau Excel. Ils luttent pour ce qu'ils sont, pour une identité construite sur 30 ans de travail, pour une ville qui tourne autour de cette usine, pour l'odeur du thé le matin, pour le droit de ne pas disparaître sans bruit. Pendant ce temps, sur le plan juridique, la bataille commence.
Unilever présente son premier plan de sauvegarde de l'emploi devant le tribunal du travail de Marseille. Le tribunal l'examine et le rejette. Insuffisant. Unilever révise sa copie et présente un deuxième plan. Rejeté. Un troisième. Rejeté encore. La multinationale, habituée à des procédures rapides dans des pays moins protecteurs, découvre la réalité du droit social français. Il n'est pas possible de licencier 182 personnes sans démontrer que tout a été fait pour éviter ces licenciements. Et pendant chaque audience, pendant chaque renvoi, pendant chaque délibéré, les ouvriers sont toujours là, dans l'usine, debout. Une proposition d'Unilever résume à elle seule l'abîme qui sépare les deux camps. À un moment des négociations, la direction propose aux ouvriers français de continuer à travailler en Pologne pour un salaire annuel de 6 000 euros par an pour des techniciens qualifiés, des chefs d'atelier, des spécialistes du conditionnement ayant 20 ans d'expérience. La proposition est rejetée à l'unanimité et elle devient immédiatement un symbole, un argument de communication dévastateur contre Unilever. Les médias s'en emparent, les réseaux syndicaux la diffusent. L'opinion publique commence à regarder vers Gémenos. Ce petit village de Provence est en train de devenir quelque chose de plus grand que lui-même. Un symbole, une résistance, un espoir pour tous ceux qui, ailleurs en France et en Europe, vivent la même angoisse face aux décisions des grandes multinationales. Mais le pire n'est pas encore venu. Le vrai test de résistance commence maintenant. Occuper une usine, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Ce n'est pas un sit-in romantique avec des guitares et des slogans. C'est une organisation militaire au quotidien. Il faut des tours de garde, jour et nuit, 7 jours sur 7. Il faut gérer les accès, surveiller les entrées, s'assurer qu'Unilever n'envoie pas des équipes récupérer les machines discrètement un dimanche matin. Il faut maintenir la cohésion d'un groupe de 182 personnes qui vivent sous pression, qui ont peur pour leur avenir, qui rentrent chez eux le soir voir des enfants, qui posent des questions auxquelles on n'a pas de réponse claire. Olivier Leberquier organise. Il divise les équipes. Il établit des plannings, il crée des commissions. Une pour le juridique, une pour la communication, une pour la logistique. Très vite, l'usine occupée fonctionne comme une petite démocratie directe. Chaque décision importante est soumise au vote de l'Assemblée générale des ouvriers. Pas de chef unique, une direction collective. C'est épuisant. Et c'est exactement ce dont ils ont besoin. Sur le front médiatique, la stratégie est claire dès le départ. Rendre Unilever honteux. La CGT lance une campagne de boycott national contre les produits de Lipton. Des tracts distribués devant les supermarchés. Des banderoles dans les rayons. Des appels sur les radios locales, puis nationales. Le message est simple, percutant, efficace. Chaque sachet de Lipton que vous achetez finance le licenciement de 182 familles provençales. Les consommateurs répondent. Pas massivement, mais suffisamment pour que les chiffres de vente de Lipton en France commencent à bouger et pour qu'Unilever commence à avoir un problème d'image. Parce qu'Unilever vend du savon, de la crème, du thé, de la soupe. Unilever vend de la confiance. Et la confiance, ça se perd vite quand les journaux télévisés montrent chaque semaine des ouvriers en larmes devant une usine occupée. La presse nationale s'installe à Gémenos. Des équipes de France 2, de TF1, de France 3 font le déplacement. Des journalistes passent des nuits dans l'usine pour comprendre comment ces gens tiennent. Et ce qu'ils découvrent dépasse le fait divers social. C'est une communauté en train de se réinventer face à l'adversité. Des gens qui ne se connaissaient qu'à travers le travail et qui deviennent, dans l'épreuve, quelque chose qui ressemble à une famille. Mais les mois passent, et avec eux, la pression s'intensifie. À la maison, les conversations changent, les économies s'épuisent. Certains ouvriers ont souscrit des crédits immobiliers qu'ils remboursent chaque mois. Les femmes et les maris qui travaillent ailleurs portent seuls le foyer. Les enfants sentent l'inquiétude de leurs parents sans toujours comprendre pourquoi. Un technicien de maintenance témoignera plus tard. « Ma fille de 8 ans m'a demandé si on allait devoir déménager. Je n'ai pas su quoi lui répondre. » Et puis, il y a ceux qui craquent. Discrètement, sans bruit, quelques ouvriers commenceront à s'éloigner. Ils signent des accords individuels avec Unilever, prennent leurs indemnités et disparaissent. Personne ne les juge. Chacun a ses raisons, ses contraintes, sa vie. Mais chaque départ fragilise un peu plus le collectif.
Et Unilever observe, attend, calcule. Le 22 août 2011, quelque chose change. François Hollande est alors candidat à l'élection présidentielle de 2012. Il fait le déplacement à Gémenos. Il serre des mains dans l'atelier, il écoute les ouvriers, il se fait photographier devant les banderoles. Son message est clair, si la gauche revient au pouvoir, les licenciements boursiers n'auront plus leur place dans la République française. Pour les ouvriers de Fralib, cette visite est à double tranchant. D'un côté, elle offre une visibilité nationale inégalée. Le lendemain, Fralib est en une des journaux. Le combat de Gémenos devient un argument électoral, un symbole de la résistance ouvrière face à la mondialisation. Des lettres de soutien arrivent de toute la France, de syndicats, d'associations, de citoyens ordinaires. De l'argent aussi parfois, des boîtes de conserve, des denrées alimentaires déposées devant les grilles. De l'autre côté, les ouvriers comprennent vite le risque. Devenir un outil politique, un symbole qu'on agite quand c'est utile et qu'on oublie quand ça ne l'est plus. Hollande sera élu en mai 2012. Son ministre de l'Industrie, Arnaud Montebourg, flamboyant, combatif, fera lui aussi le déplacement à Gémenos. Il promettra d'intervenir auprès d'Unilever. Il tiendra des discours enflammés sur la réindustrialisation de la France. Mais les machines restent à l'arrêt. Les ouvriers restent dans l'usine. Et Unilever reste inflexible. En septembre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille rend sa décision. Après avoir rejeté 3 plans sociaux successifs, il finit par accepter le 4e. Juridiquement, l'usine peut fermer. Officiellement, Fralib cesse d'exister. C'est le moment le plus sombre depuis le début de l'occupation. Dans l'atelier, la nouvelle tombe comme un coup. Certains pleurent, d'autres restent silencieux, les yeux dans le vide, assis sur des caisses de thé qu'ils ne conditionneront peut-être plus jamais. 2 ans de résistance, 2 ans de sacrifices, de nuits de garde, de tensions familiales, de procédures judiciaires. Et Unilever a obtenu ce qu'elle voulait, ou presque, parce que les ouvriers sont toujours là, toujours dans l'usine, toujours debout, et une idée lentement, depuis des mois, a germé dans les réunions de l'Assemblée générale. Une idée folle, improbable, jamais vraiment tentée à cette échelle en France. Et si, plutôt que de se battre pour récupérer leurs emplois chez Unilever, ils créaient leur propre entreprise. L'idée d'une coopérative ouvrière n'est pas née un soir de réunion dans un éclair de génie collectif. Elle a émergé lentement, prudemment, comme une plante qui pousse entre les pavés. D'abord une remarque en marge d'une assemblée générale, puis une discussion plus sérieuse entre quelques syndicalistes, puis une commission informelle qui commence à creuser la question. Est-ce légalement possible? Est-ce économiquement viable? Est-ce que des ouvriers du conditionnement et des techniciens de maintenance peuvent réellement devenir leurs propres patrons? En France, il existe un statut juridique qui permet exactement ça. La société coopérative et participative, la SCOP, une entreprise détenue et gérée par ses salariés. Chaque associé dispose d'une voix, quelle que soit sa part du capital. Les décisions se prennent collectivement, les bénéfices sont répartis équitablement. Ce n'est pas du marxisme théorique, c'est un statut encadré par la loi française, utilisé par des centaines d'entreprises dans le pays. Mais créer une SCOP à partir de zéro, avec des ouvriers qui n'ont jamais géré une entreprise, dans un secteur dominé par des multinationales, c'est une autre affaire. Les ouvriers de Fralib n'ont pas attendu la fin du conflit pour se former. Pendant les mois d'occupation, des sessions de formation s'organisent dans l'usine même. Des experts en droit des sociétés viennent expliquer les mécanismes de la SCOP. Des économistes solidaires analysent la viabilité du projet. Des représentants d'autres coopératives françaises, la boulangerie du coin, l'imprimerie de Lyon, viennent témoigner de leur expérience. L'usine occupée se transforme progressivement en salle de classe géante. C'est un paradoxe saisissant. Pendant qu'Unilever tente légalement de les expulser, les ouvriers apprennent à faire sans Unilever. Ils apprennent la comptabilité, le marketing, la gestion des stocks, la négociation avec les fournisseurs. Des notions qu'ils n'ont jamais eu besoin de connaître quand ils étaient salariés d'une multinationale qui gérait tout ça dans ses sièges sociaux lointains. Maintenant, ils doivent tout comprendre, et rapidement. Certains trouvent dans cette formation une énergie nouvelle. Un technicien de maintenance,
raconte avoir passé ses nuits à lire des manuels de gestion d'entreprise, lui qui n'avait pas ouvert un livre depuis le lycée. Une conditionneuse découvre qu'elle a un talent naturel pour analyser des bilans comptables. La crise force les révélations. Mais 2013 apporte une nouvelle épreuve, la plus brutale depuis le début. En mars 2013, Unilever fait quelque chose que personne n'avait anticipé. La multinationale cesse de payer les salaires. Purement et simplement. Malgré une décision de justice qui l'y oblige, malgré les injonctions du tribunal, Unilever coupe les versements. Le message est transparent. Nous allons vous asphyxier financièrement jusqu'à ce que vous capituliez. C'est un moment de rupture. Des familles qui tenaient depuis 2 ans et demi grâce aux maigres économies accumulées se retrouvent même sans aucune rentrée d'argent. Les caisses de solidarité syndicale, alimentées par des dons venant de toute la France et d'Europe, permettent de distribuer des aides d'urgence. Mais ça ne suffit pas. Des ouvriers doivent demander de l'aide alimentaire. Des couples se séparent sous la pression financière. Des hommes et des femmes qui tenaient depuis des mois commencent à douter sérieusement. Le nombre de grévistes continue de baisser. De 182 au départ, ils ne sont plus que 76 à tenir le cap. Ceux qui partent ne sont pas des lâches. Ce sont des gens brisés par l'usure du temps, par des dettes qui s'accumulent, par des enfants qui ont faim. Chaque départ est une blessure collective. Mais quelque chose d'inattendu se produit en septembre 2013. La communauté urbaine de Marseille, Provence Métropole, intervient. L'institution publique rachète le terrain sur lequel est construite l'usine pour 5 300 000 €. Et les machines, elle les acquiert pour €1 symbolique. Un seul euro. Pour l'ensemble du parc industriel d'une des plus grandes fabriques de thé de France. Ce geste est capital à 2 niveaux. D'abord, il sécurise physiquement le projet coopératif. Si les machines appartiennent à la collectivité locale, Unilever ne peut plus les récupérer, les vendre à la découpe ou les expédier en Pologne. L'outil de production est préservé. Ensuite, il envoie un signal politique fort. Les institutions publiques soutiennent ouvertement les ouvriers contre la multinationale. Unilever n'est plus face à 76 grévistes épuisés. Elle est face à une alliance entre travailleurs, syndicats, élus locaux et opinion publique. La pression change de camp. Et puis là, venu de loin, très loin, arrive un soutien que personne n'attendait. En Argentine, depuis le début des années 2000, un mouvement similaire avait émergé après la crise économique de 2001. Des ouvriers avaient repris et autogéré des centaines d'usines abandonnées par leurs propriétaires. Ces Empresa Recuperada, entreprises récupérées, étaient devenus un modèle étudié dans les universités du monde entier. Les ouvriers de Fralib les connaissent. Ils s'en inspirent ouvertement. Ils s'appellent eux-mêmes Los Fralibos, un clin d'œil à la fois à leur identité française et à leurs camarades argentins. En janvier et février 2014, l'usine de Gémenos accueille la première rencontre européenne de l'économie des travailleurs. Plus de 200 chercheurs, militants et ouvriers de 5 pays européens se réunissent dans cette fabrique de thé occupée au milieu des machines silencieuses. Des délégués viennent d'Argentine, du Mexique, du Brésil. Pour honorer leurs hôtes latino-américains, les Fralibos produisent symboliquement des boîtes de maté argentins. Une usine occupée qui organise une conférence internationale. Le monde entier regarde Gémenos. En janvier 2014, le tribunal annule le plan social d'Unilever pour la 3e fois. 3 fois. La multinationale qui avait tout calculé, tout préparé, tout légalisé se retrouve à devoir reprendre les négociations depuis le début. Ses juristes sont épuisés. Sa réputation est abîmée. Et en face, 76 ouvriers qui refusent toujours de partir. Unilever comprend enfin ce qu'elle aurait dû comprendre dès le premier jour. Ces gens-là ne capituleront pas. La question n'est plus de savoir si une négociation finale aura lieu. La question est, à quel prix? Janvier 2014. L'usine de Gémenos entre dans sa 4e année d'occupation. Dehors, la Provence est froide et grise en hiver. À l'intérieur, les machines sont toujours silencieuses. Les ateliers, qui produisaient des millions de sachets de thé chaque année, sont figés dans un silence étrange, comme une salle de concert vide entre 2 représentations. Les odeurs de thé et d'herbes séchées persistent encore dans les murs, dans les vêtements de travail accrochés au vestiaire, dans la mémoire olfactive de chacun.
76 personnes tiennent encore. 76 sur 100, 82. Moins de la moitié de ceux qui ont commencé. Chacun d'eux a une raison différente de rester. La fierté, la conviction, l'absence d'alternative ou simplement l'impossibilité psychologique d'abandonner après tout ce qui a déjà été sacrifié. Partir maintenant, ce serait trahir les années passées. Ce serait admettre que ça n'en valait pas la peine. Et personne n'est prêt à admettre ça. Mais la fatigue est réelle, profonde, invisible de l'extérieur pour quiconque ne vit pas cette situation de l'intérieur. Ce n'est pas la fatigue physique des nuits de garde. On s'y habitue, on s'organise, on trouve des relais. C'est une fatigue plus insidieuse qui ronge les certitudes et les enthousiasmes. La fatigue de répéter les mêmes arguments à des journalistes qui vous ont déjà interviewé 10 fois. La fatigue de rassurer sa famille pour la 100e fois que ça va aller. La fatigue de croire, encore, après 1000 jours, que la justice finira par rendre un verdict définitif et favorable. Olivier Leberquier est partout, dans les réunions syndicales, dans les couloirs des tribunaux, devant les caméras, dans les assemblées générales tardives. Il tient, il soutient, il relance. Mais lui aussi porte le poids de 1000 jours de combat. Dans de rares moments de confidence, il admet que certains matins, le doute est là. Pas sur la justesse de la cause, jamais sur ça. Sur la capacité à tenir encore. C'est dans ce contexte qu'arrive une nouvelle qui faillit tout faire basculer. Mars 2013 avait marqué l'arrêt des salaires par Unilever. Mais ce que les ouvriers découvrent progressivement, c'est l'étendue réelle de la stratégie de la multinationale. Unilever ne cherche pas simplement à fermer une usine, elle cherche à épuiser un mouvement, à calculer précisément le point de rupture humain et financier, au-delà duquel les résistants n'auront plus d'autre choix que de signer n'importe quel accord. C'est une stratégie froide, documentée, assumée, et elle fonctionne partiellement. Des dizaines d'ouvriers ont effectivement capitulé sous la pression financière. Des familles ont effectivement éclaté. Des projets de vie ont effectivement été détruits. Unilever peut pointer ses résultats comme des succès dans ses rapports internes. Ce qu'Unilever ne peut pas inscrire dans ses rapports internes, c'est l'effet inverse que cette stratégie produit sur ceux qui restent. Chaque départ douloureux renforce la détermination des survivants. Chaque vexation supplémentaire durcit les positions. Chaque tentative d'asphyxie financière génère une vague de solidarité extérieure. Des dons, des achats groupés, des manifestations de soutien, qui compensent partiellement les pertes. Unilever a sous-estimé quelque chose d'essentiel. La dignité ne se négocie pas en euros. Le projet coopératif, lui, avance. Discrètement, mais concrètement. Une commission d'une dizaine d'ouvriers travaille depuis des mois sur le business plan de la future ESCOP. Ils ont consulté des experts, des coopératives existantes, des juristes spécialisés dans l'économie sociale et solidaire. Ils ont étudié le marché du thé bio en France, un marché en croissance, mal couvert par les grandes marques industrielles. Ils ont identifié des fournisseurs potentiels, des circuits de distribution alternatifs, des niches commerciales que Lipton et Elephant ne couvrent pas. Le plan est solide, plus solide que quiconque ne l'aurait imaginé de la part d'ouvriers sans formation en gestion d'entreprise. Mais il manque une chose essentielle pour le mettre en œuvre, de l'argent. Et surtout, il manque les machines. Les machines qui sont là, dans l'usine, silencieuses depuis des mois, appartenant toujours techniquement à Unilever. C'est ici que la décision de la communauté urbaine de Marseille, acheter le terrain et les machines pour un euro symbolique, prend toute son importance. Elle ne résout pas tout, mais elle change fondamentalement le rapport de force dans la négociation finale qui approche. Parce qu'une négociation finale approche. Tout le monde le sait, tout le monde le sent. Unilever a perdu 3 fois devant les tribunaux. Sa réputation internationale est durablement abîmée. Des articles dans la presse britannique, néerlandaise, allemande ont repris l'histoire des Fralibos. Des organisations de consommateurs en Europe appellent à boycotter Lipton. Le gouvernement français fait pression discrètement mais fermement. Et les machines, désormais, ne lui appartiennent plus. La multinationale est dans une position qu'elle n'avait pas anticipée. Elle doit négocier avec des ouvriers qu'elle pensait pouvoir ignorer. Elle doit s'asseoir à une table avec des gens qu'elle avait traités comme des lignes de coûts à supprimer.
et elle doit trouver un accord qui lui permette de sauver la face, ou du moins de limiter les dégâts. Les discussions préliminaires commencent en début d'année 2014. Elles sont longues, complexes, âpres. Le ministère du Travail joue le rôle de médiateur, une présence gouvernementale qui, là encore, pèse dans la balance en faveur des ouvriers. Chaque clause est disputée, chaque chiffre est contesté. Les avocats d'Unilever sont rodés, expérimentés, payés pour défendre les intérêts de la multinationale jusqu'au dernier centime. En face, des syndicalistes de la CGT conseillés par des juristes de l'économie sociale. Des gens qui ne s'édemandent pas. Dans l'usine, l'atmosphère est suspendue. Tout le monde sait que quelque chose se prépare. Les réunions de la commission de négociation durent d'être des heures. Les comptes rendus sont présentés à l'Assemblée générale dans la tension. Chaque avancée est accueillie avec un soulagement prudent. Chaque blocage relance l'anxiété. Un ouvrier résumera cette période d'une phrase simple. On savait qu'on approchait de la fin. On ne savait pas encore si c'était la fin d'une victoire ou la fin d'une défaite. Cette incertitude-là, après 1300 jours de combat, est peut-être la plus difficile à porter, parce qu'elle oblige à imaginer les deux scénarios simultanément, à se préparer à gagner et à se préparer à perdre, à tenir encore, juste encore un peu, sans savoir combien de temps ce « encore un peu » va durer. La réponse viendra le 26 mai 2014. Ce jour-là, tout se décide, en quelques heures, dans une salle de réunion à Marseille, loin des machines silencieuses, loin des banderoles, loin des nuits de garde et des assemblées générales. Ce jour-là, 1366 jours de résistance trouvent leur verdict. 26 mai 2014, Marseille. Il est tôt. À Gémenos, les 76 derniers ouvriers sont réveillés depuis l'aube. Certains n'ont pas dormi. Pas vraiment. Ils ont passé la nuit à fixer le plafond, à rejouer mentalement les 3 dernières années, à imaginer les 2 scénarios possibles, la victoire ou la défaite, sans pouvoir s'arrêter sur l'un ou sur l'autre. Leurs téléphones sont chargés à bloc. Ils attendent des nouvelles de Marseille, où leurs représentants syndicaux sont en ce moment même assis face aux avocats d'Unilever. Dans l'usine, quelqu'un a préparé du café. Pas du thé, une ironie que personne ne relève ce matin-là. Les gens se regroupent par petits groupes, parlent peu, regardent mal dans leur téléphone. La tension est d'une nature différente de celle des 1335 jours précédents. Avant, c'était la tension du combat. Aujourd'hui, c'est la tension de l'attente. Et l'attente est souvent plus difficile à porter que le combat lui-même. À Marseille, dans les bureaux du ministère du Travail, la salle de négociation est sobre. Une grande table, des chaises, des piles de documents, des avocats en costume qui ont dormi dans des hôtels propres et mangé un petit déjeuner complet. En face, Olivier Leberquier et les représentants CGT, accompagnés de leurs juristes, des hommes et des femmes qui connaissent ce dossier dans ses moindres détails, qui ont passé 3 ans à préparer cet instant. Le médiateur du ministère ouvre la séance. Les positions sont connues. Ce qui reste à négocier, c'est la traduction de ces positions en chiffres précis, en clauses contractuelles, en garanties juridiques. Chaque mot compte. Chaque virgule peut cacher un piège. Unilever arrive avec une proposition chiffrée. Elle a fait ses calculs. Encore une fois, toujours des calculs. Mais cette fois, les calculs intègrent 3 ans de bataille judiciaire perdue, une réputation internationale endommagée, une pression gouvernementale réelle et des machines qu'elle ne possède plus. Le chiffre final que la multinationale est prête à mettre sur la table pour clore ce dossier est 20 millions d'euros. 20 millions d'euros pour une usine dont elle voulait se débarrasser en 2010 avec un plan social standard. Le détail de l'accord se négocie heure par heure. 1 500 000 euros de capital de départ pour la future coopérative. 500 000 euros dédiés aux investissements. 250 000 euros spécifiquement pour une nouvelle ligne de production. Des supports logistiques, des transferts de compétences techniques. Et pour chacun des 76 ouvriers encore présents, 100 000 euros d'indemnité individuelle. 100 000 euros par personne. Pour des ouvriers qui, 15 mois plus tôt, n'avaient plus de salaire du tout. Mais le point le plus symbolique de l'accord n'est pas financier. C'est la question des machines. Ces machines que les ouvriers connaissent moins par cœur. Chaque vis, chaque courroie, chaque réglage, et qui avait été acquise pour un euro symbolique par la collectivité locale.
Unilever accepte leur transfert définitif vers la future Scope. L'outil de production reste à Gémenos. Il reste entre les mains de ceux qui savent s'en servir. En revanche, sur un point, Unilever ne cède pas. La marque Téléphant, celle que les frères Digonet avaient créée en 1892, celle qui avait fait la réputation de Gémenos dans toute la France, reste propriété d'Unilever. C'est une défaite partielle, réelle, douloureuse. Les ouvriers avaient réclamé cette marque pendant des mois. Ils ne l'obtiendront pas. Mais ils obtiendront quelque chose de plus précieux peut-être. La liberté de créer la leur. Les négociations durent toute la matinée. Une pause déjeuner rapide. Personne n'a vraiment faim. Puis la reprise l'après-midi. Les avocats d'Unilever défendent chaque ligne. Les représentants CGT tiennent sur chaque clause. Le médiateur gouvernemental intervient quand les positions se bloquent, propose des formulations de compromis, relance la discussion. À Gémenos, les ouvriers attendent toujours. Les téléphones sonnent, reçoivent des messages, des mises à jour fragmentaires. Ça avance. Un point bloqué sur les indemnités. Reprise dans 1 heure. Chaque message est lu à voix haute, commenté, analysé. L'usine entière vit au rythme d'une négociation à 20 km de là. Et puis, en milieu d'après-midi, le téléphone d'Olivier Leberquier sonne une dernière fois. Un accord a été trouvé. Ce qui se passe ensuite à Gémenos, aucune caméra ne l'a vraiment capturé dans sa totalité. Les images existent, des journalistes étaient présents, mais elles ne rendent pas compte de ce que vivent ces 76 personnes dans les secondes qui suivent l'annonce. Il y a des cris, des pleurs, des gens qui s'effondrent sur les genoux, submergés par 3 ans et demi de tension qui se libèrent d'un coup. Des embrassades entre des gens qui ne s'étaient jamais particulièrement bien entendus avant tout ça et que 1336 jours de combat côte à côte ont rendus frères et sœurs. Des appels téléphoniques passés en tremblant à des conjoints, des enfants, des parents qui attendaient eux aussi depuis des mois. Un mécanicien de 47 ans, qui travaillait à Fralib depuis 22 ans, s'assoit sur une caisse et pleure en silence pendant plusieurs minutes. Personne ne lui dit rien. Tout le monde comprend. Une conditionneuse appelle sa mère. Elle ne dit rien pendant les premières secondes. Sa mère comprend au son de sa voix. Elles pleurent ensemble, à 20 km de distance, le téléphone collé à l'oreille. Le soir du 26 mai 2014, une fête s'improvise devant l'usine. Des voisins apportent de la nourriture. Des bouteilles circulent, de la musique sort d'une enceinte posée sur le capot d'une voiture. Des gens qui n'avaient aucun lien avec Fralib, des habitants de Gémenos, des supporters venus de Marseille, des militants syndicaux d'autres secteurs, se joignent au rassemblement. La nuit est douce, provençale, parfaite. Olivier Leberquier prend la parole. Il remercie. Il cite les absents, ceux qui sont partis en cours de route, épuisés, à qui il dédie cette victoire autant qu'à ceux qui sont là. Il parle de l'avenir, de la SCOP qui va naître, des défis qui restent à relever, du travail qui commence demain. Il dit une phrase qui restera « Nous avons montré que quand des travailleurs décident ensemble de ne pas accepter l'inacceptable, même un géant mondial doit finir par s'asseoir à la table. » La foule applaudit longuement. Mais dans ce moment de victoire collective, une réalité s'impose discrètement. Sur les 182 ouvriers qui avaient commencé ce combat en septembre 2010, 76 ont tenu jusqu'à l'accord. Et parmi eux, seulement 58 décideront d'investir leur indemnité dans la future coopérative. Les autres prendront leurs 100 000 € et tourneront la page. Certains pour partir à la retraite, d'autres pour se reconvertir, d'autres simplement parce que l'idée de continuer dans cette usine, même en tant que coopérateur, est trop lourde à porter après tout ce qu'ils y ont vécu. 58 personnes. 58 sur 182. Ils vont puiser dans leur indemnité personnelle entre 3 000 et 11 000 €, chacun selon leurs moyens, pour constituer le capital initial de leur propre entreprise. 177 000 € mis en commun. Tout ce qu'ils ont, leur filet de sécurité transformé en pari collectif sur l'avenir. Le géant a payé 20 millions d'euros pour se débarrasser d'eux. Eux, ils ont misé 177 000 € pour prouver qu'il avait tort. Le lendemain du 26 mai 2014, il fallait se remettre au travail. Pas la même sorte de travail. Plus de tours de garde, plus d'assemblée générale de crise, plus de conférences de presse devant des grilles fermées.
Un autre travail, plus concret, plus technique, plus ingrat à certains égards. Le travail de construire quelque chose à partir de rien. Ou plutôt, à partir de 177 000 euros, de machines récupérées pour un euro symbolique et de 58 paires de mains qui connaissent le thé mieux que quiconque en France. La SCOP TI est officiellement créée. Son nom complet, Société coopérative ouvrière provençale de thé et infusion. Chaque mot compte. Ouvrière, parce que ce sont les ouvriers qui la possèdent. Provençale, parce que l'ancrage territorial n'est pas un argument marketing, c'est une identité. Thé et infusion. Parce qu'ils savent faire ça et qu'ils vont continuer à le faire, mais différemment. La première décision de l'Assemblée des coopérateurs est emblématique. Les salaires. Chez Fralib Unilever, les écarts de rémunération entre les différents niveaux hiérarchiques étaient significatifs, comme dans toute grande entreprise. Certains techniciens gagnaient sensiblement plus que les opérateurs de base. Les chefs d'atelier encore davantage. C'est la norme dans l'industrie. La SCOP-TI choisit une autre norme. L'Assemblée vote une grille salariale resserrée à l'extrême. 3 niveaux seulement, entre 1 600 et 2 000 euros net par mois. Peu importe le poste, peu importe l'ancienneté, peu importe l'expérience. Un technicien de maintenance qui gagnait 500 euros de plus chez Fralib accepte cette baisse, parce que son indemnité de licenciement lui permet de compenser sur 15 ans et parce qu'il a choisi de croire en ce projet plus qu'en son niveau de salaire immédiat. Le président de la SCOP-TI dira plus tard, avec une franchise désarmante, « Nous savions exactement ce que nous avait coûté la rémunération des actionnaires chez Fralib. Nous ne voulions surtout pas devenir ceux que nous avions combattus pendant des années. » Cette phrase résume tout. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est une leçon tirée de l'expérience. La gouvernance est tout aussi radicale dans sa simplicité. Un conseil d'administration de 11 coopérateurs, élu par l'ensemble des salariés pour 4 ans. Un comité de pilotage élargi qui se réunit régulièrement et auquel peut participer toute personne ayant un intérêt à contribuer à la discussion. Les décisions stratégiques passent par l'Assemblée générale. Pas de PDG inaccessible. Pas de directive venue d'un siège social à Rotterdam. Chaque personne dans l'usine sait pourquoi elle fait ce qu'elle fait et a voix au chapitre sur la direction que prend l'entreprise. C'est plus lent qu'une structure hiérarchique classique. C'est plus compliqué. Ça génère des débats qui peuvent durer des heures sur des questions qu'un manager traditionnel réglerait en 5 minutes. Mais c'est aussi plus robuste. Parce que quand une décision est prise collectivement, tout le monde se sent responsable de sa mise en œuvre. La production redémarre en 2015, lentement, prudemment. Les machines que tout le monde connaît par cœur, celles qu'ils ont gardées pendant 4 ans de bras de fer avec Unilever, reprennent vie. L'odeur du thé revient dans les ateliers. Les sachets recommencent à sortir des lignes de conditionnement. Mais sous quelle marque? Thé Éléphant appartient à Unilever. Lipton appartient à Unilever. La SCOP-TI doit repartir de zéro sur ce point crucial. Zéro notoriété, zéro part de marché, zéro réseau de distribution établi. La réponse est évidente. Elle s'imposait depuis le début. La marque s'appellera 1336, comme les jours de lutte, comme le nombre qui résume tout ce qui a été traversé. Ce chiffre qui, pendant 3 ans et demi, était synonyme d'épuisement et de résistance, devient la signature commerciale d'une entreprise née de cette résistance. Chaque boîte vendue porte ce nom. Chaque consommateur qui achète un thé, BZL 336, achète aussi une histoire. En 2016, une décision pragmatique complète le dispositif. La SCOP-TI accepte de produire pour des marques distributeurs. Ces thés vendus sous les étiquettes des grandes enseignes de supermarchés, sans nom propre visible. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas ce dont rêvaient les ouvriers quand ils imaginaient leur coopérative. Mais c'est ce qui assure un volume de commandes régulier. 250 tonnes par an, et donc une trésorerie stable qui permet de faire vivre l'entreprise pendant que la marque M1336 construit progressivement sa clientèle. C'est la tension permanente de la SCOP-TI dans ses premières années, entre la nécessité économique immédiate et le projet de long terme, entre survivre aujourd'hui et construire pour demain, entre le réalisme du marché et les convictions qui ont tout fondé. Ils naviguent, ils ajustent, ils ne lâchent pas. La première année, le chiffre d'affaires est de 460 000 euros. C'est peu.
C'est même très peu pour une usine de cette taille. Mais c'est réel, c'est à eux. Et ça prouve que l'idée folle, des ouvriers qui reprennent leur usine et la font tourner eux-mêmes, n'était pas si folle que ça. Le combat a changé de nature. Il n'est plus social, il est commercial, économique, quotidien. Et ces hommes et ces femmes qui ont appris à tenir une usine occupée pendant 1336 jours vont maintenant apprendre à tenir une entreprise, un jour à la fois. Encore. Le monde n'attend pas les coopératives. La SCOP-TI le découvre rapidement. Les grandes surfaces ont leur propre logique, des centrales d'achat qui négocient les prix à la baisse, des délais de paiement qui s'étirent, des référencements qui peuvent disparaître du jour au lendemain sur décision d'un acheteur que personne n'a jamais rencontré. Le marché du thé bio est en croissance, certes, mais il est aussi de plus en plus encombré, de plus en plus concurrentiel, avec des acteurs mieux capitalisés et mieux distribués. Les premières années sont difficiles. Pas dramatiquement, pas comme les années d'occupation, mais difficiles d'une autre façon, plus sourde, plus technique. Il faut apprendre à vendre. Il faut apprendre à se faire connaître sans budget marketing. Il faut convaincre des acheteurs en grande surface qu'une marque appelée 1336, un chiffre sans explication immédiate, mérite une place sur leurs étagères à côté de Lipton et d'Elephant. Deux marques que tout le monde connaît depuis l'enfance. Progressivement pourtant, les choses avancent. Le chiffre d'affaires grimpe, lentement mais régulièrement. De 460 000 euros la première année à près de 4 millions en 2019. La vente en ligne se développe et représente 15% du chiffre d'affaires. Des mutuelles, sensibles aux projets coopératifs, entrent au capital. Des consommateurs engagés deviennent des clients fidèles, achètent en direct sur le site, recommandent la marque autour d'eux, et puis arrive 2020. Le Covid-19 frappe la France comme le reste du monde. Les confinements bouleversent les chaînes d'approvisionnement, ferment les points de vente, désorganisent la logistique. Pour une petite coopérative qui tourne encore en dessous de ses capacités optimales, le choc est violent. La demande chute. Certains contrats en marque distributeur sont suspendus ou annulés. Les coûts fixes, eux, restent. Mais ce n'est pas 2020 qui fait le plus mal. C'est ce qui suit. En 2021 et 2022, la double pression de la reprise post-Covid et de la guerre en Ukraine fait exploser les coûts de l'énergie et des matières premières. Le gaz, l'électricité, les emballages, les feuilles de thé importées, tout augmente simultanément, brutalement, dans des proportions que personne n'avait anticipées. Pour une industrie agroalimentaire comme le thé, où les marges sont structurellement faibles, c'est une menace existentielle. En 2022, la SCOP-TI ne tourne plus qu'à 20% de ses capacités. 200 tonnes produites sur une capacité potentielle de 1000 tonnes. L'usine qui avait résisté à Unilever pendant 1336 jours se retrouve à lutter contre quelque chose d'invisible et d'impersonnel. La conjoncture économique mondiale, les marchés de l'énergie, l'inflation. Mais il ne capitule pas. Encore une fois, c'est peut-être là la leçon la plus profonde de la SCOP-TI. Ce que ces hommes et ces femmes ont appris pendant l'occupation, c'est que les crises ne sont pas des fins. Ce sont des passages, des épreuves qui révèlent ce qu'on est vraiment, collectivement, humainement. Ils l'avaient appris face à Unilever. Ils l'appliquent maintenant face au marché. L'Assemblée générale se réunit. On analyse, on ajuste, on cherche des solutions. Un contrat important avec un opérateur commercial de taille significative est signé pour 2024. Un partenariat qui va permettre d'augmenter significativement les volumes et de sécuriser la trésorerie. La marque 1336 continue de se développer dans les circuits bio et les épiceries fines. En 2024, 10 ans après la création de la coopérative, le chiffre d'affaires atteint 4 500 000 euros, 10 fois celui de la première année. C'est encore inférieur à l'objectif initial fixé au moment de la création. Mais c'est réel, c'est stable, c'est en croissance. Mai 2024, Gémenos. La SCOP-TI fête ses 10 ans d'existence. Une journée portes ouvertes est organisée sur le site de l'usine. Des anciens viennent, ceux qui sont partis en cours de route, ceux qui ont pris leur retraite, ceux qui ont choisi d'autres chemins après l'accord de 2014.
Il y a des retrouvailles, des embrassades, des photos devant les mêmes machines qui tournent maintenant pour leur propre compte. 23 anciens Fralib sont partis à la retraite à taux plein depuis la création de la coopérative. 23 personnes qui, en 2010, auraient pu se retrouver licenciées sans perspective et qui ont finalement raccroché leur blouse dans la dignité après une carrière menée jusqu'à son terme. Sur les étagères des supermarchés français, les boîtes 1336 côtoient plutôt les boîtes Lipton et les boîtes Éléphant. Trois marques, trois histoires, trois façons d'être dans le même rayon. Mais une seule de ces trois marques porte dans son nom même la trace d'un combat humain. Une seule de ces trois marques existe parce que des gens ordinaires ont refusé, pendant 1336 jours, d'accepter qu'on décide de leur sort à leur place. En 2017, un film documentaire, 1336 jours, retrace l'ensemble de l'aventure. Il sort en salle. Il circule dans les festivals du cinéma social. Il est projeté dans des universités en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne. L'histoire de Gémenos devient un cas d'étude dans les écoles de commerce et les facultés de droit social. Elle inspire d'autres luttes, d'autres reprises d'usines, d'autres coopératives en Europe. Les Fralibots avaient regardé vers l'Argentine pour trouver leur inspiration. Maintenant, c'est l'Europe entière qui regarde vers Gémenos. Il est facile, avec le recul, de faire de l'histoire de Fralib une fable propre et bien rangée. Le méchant géant contre les gentils ouvriers. David contre Goliath. La victoire du pot de terre contre le pot de fer. Ces métaphores existent, elles circulent, elles plaisent. Parce qu'elles simplifient ce qui est en réalité bien plus complexe, bien plus humain, bien plus ambigu. La vérité de Fralib est moins confortable que ça. 182 personnes ont commencé ce combat. 76 ont tenu jusqu'à l'accord. 58 ont choisi d'investir dans la coopérative. 10 ans plus tard, la SCOPTI emploie une quarantaine de salariés à plein temps. Les autres, ceux qui sont partis en cours de route, ceux qui ont signé des accords individuels, ceux qui ont choisi leurs indemnités plutôt que l'aventure coopérative, ont fait des choix différents. Pas des mauvais choix. Des choix humains dictés par des contraintes réelles, des familles à nourrir, des limites personnelles tout à fait légitimes. La victoire de Fralib n'est pas une victoire totale. C'est une victoire possible, ce qui est déjà extraordinaire. Ce que cette histoire révèle sur Unilever est instructif, mais pas surprenant. Unilever n'est pas un monstre. C'est une entreprise, une très grande entreprise, qui fonctionne selon une logique précise et cohérente avec elle-même. Maximiser la valeur pour ses actionnaires. Cette logique n'est pas illégale. Elle n'est même pas immorale dans le cadre du système économique dans lequel elle opère. Elle est simplement incompatible avec la réalité humaine d'une usine de 6000 habitants en Provence, où 3 générations de familles ont construit leur vie autour d'un même outil de travail. Le vrai problème de Fralib n'est pas Unilever. Le vrai problème est un système qui permet à une décision prise dans une salle de réunion à Rotterdam d'effacer en quelques semaines ce que des décennies de travail collectif ont construit. Un système où la mobilité du capital est totale et immédiate, tandis que la mobilité des personnes, avec leur famille, leur maison, leurs racines, est infiniment plus lente et plus douloureuse. Ce que les ouvriers de Gémenos ont fait, c'est forcer ce système à s'arrêter. Pas à disparaître, à s'arrêter. Le temps d'une négociation, le temps d'une alternative. Ce que cette histoire révèle sur ces hommes et ces femmes est, lui, véritablement surprenant. Pas leur courage. Le courage dans l'adversité est humain, commun, prévisible. Ce qui est surprenant, c'est leur compétence. Des ouvriers du conditionnement qui apprennent la comptabilité. Des techniciens de maintenance qui construisent un business plan. Des mécaniciens qui négocient avec des avocats d'affaires internationaux. Des gens que le système économique avait définis comme des exécutants, des mains, pas des têtes, et qui ont prouvé concrètement, chiffres à l'appui, qu'ils étaient capables de bien plus que ce qu'on leur avait jamais demandé d'être. C'est peut-être la leçon la plus subversive de toute cette histoire. Pas que les travailleurs peuvent gagner contre les multinationales. Ça, c'est inspirant mais exceptionnel. Plutôt que les travailleurs sont capables de gérer eux-mêmes ce qu'on leur a toujours dit qu'ils ne pouvaient que subir. Aujourd'hui, dans un supermarché français, si vous cherchez bien dans le rayon des thés et infusions,
Vous trouverez une boîte avec un chiffre dessus. 1336, pas un nom de marque romantique évoquant des jardins de thé en Asie. Pas un éléphant bleu chargé de nostalgie. Un nombre, brut, précis, sans fioriture. Ce nombre est une mémoire, celle de 1336 jours pendant lesquels des gens ordinaires ont décidé que leur dignité valait plus que leur confort, que leur avenir collectif valait plus que leur sécurité individuelle immédiate, que résister même quand tout pousse à capituler peut avoir un sens, et parfois un résultat. Vous pouvez acheter cette boîte de thé, la faire infuser 3 minutes dans une eau à 90 degrés, la boire le matin tranquillement dans votre cuisine. Et si quelqu'un vous demande ce que vous buvez, vous pouvez leur dire un thé fait par des gens qui ont refusé de disparaître. C'est tout. C'est suffisant. C'est fralib.